Gilles Vidon, Hôpital Esquirol, Saint-Maurice, 94, directeur Denis Fréchou. Vous dites que l'insécurité, ça renvoie à un sentiment d'insécurité, que finalement c'est quelque chose de l'ordre du subjectif et qu'il y a des gens qui sont plus ou moins prédisposés à, en fonction d'un certain nombre de choses que vous avez dit. Quels sont, c'est ma question, les critères objectifs de l'insécurité? Comment ça se mesure objectivement? Parce que vous avez dit, on avait l'impression qu'on était dans un pays d'insécurité, on ne l'était pas. Alors, par rapport à quoi? Thank you. Alors, c'est un vaste débat. C'est énorme comme débat et ça va m'emmener assez loin. On va dire que pour mesurer objectivement les choses, on peut partir du principe, en gros, vous vivez dans un lieu. Dans ce lieu se commettent des délits. Alors, le seul problème, c'est que la comptabilisation des délits, c'est le ministère de l'Intérieur qui la donne. Et pour l'heure, on sait qu'il y a un chiffre noir de la délinquance. On le sait, ça va aller en 2002, ça va encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'actes délictueux ne seront pas recensés par la police. Notamment parce que dans les statistiques de la délinquance ne sont recensés que les actes qui ont donné lieu à des plaintes, pas celles qui ont donné lieu à une main courante ou celles qui n'ont pas été déclarées. Mais quoi qu'il en soit, ça nous donne déjà une approche du danger, une approche de la probabilité d'être agressé dans la rue, etc., etc. Donc ça, c'est le niveau objectif des choses. Et c'est là où on voit la vraie différence entre, d'une part, quelqu'un qui vit à Lyon, Paris ou Marseille, et quelqu'un qui va vivre dans une ville dans un village de 3000 habitants. Là, clairement, les données criminogènes ne sont pas les mêmes. À partir de là, se greffe donc, on a un niveau. On a un niveau, donc une probabilité d'être agressé, une probabilité de voir sa voiture dégradée, etc., etc. Et on regarde comment les gens se comportent face à ces données-là. Et c'est là où les choses sont plus complexes. C'est là où interagissent nécessairement des prédispositions individuelles et des données réelles. Confrontés au même endroit, aux mêmes personnes à l'intérieur, deux personnes réagiront totalement différemment. C'est pas pour rien que les jeunes se sentent moins en insécurité que les personnes âgées. Parce que les jeunes se sentent pas physiquement, par exemple, en danger quand ils croisent d'autres jeunes. Une personne âgée se sentira en danger. Vous voyez, par exemple, c'est tout un débat, mais quand on demande aux gens s'ils se sentent en insécurité, les hommes répondront moins souvent que les femmes qu'ils se sentent en insécurité. Tout simplement parce que derrière, il y a probablement derrière la notion de virilité, etc. Il y a un rapport au genre qui est particulier. Il y a un homme, non, je saurais me défendre, alors qu'une femme se sentira plus en insécurité. Donc vous voyez, ce sont ce genre de choses. Et quand on essaye de comprendre ce sentiment d'insécurité, donc avec la méfiance à l'égard des autres, avec les caractéristiques sociales de l'individu, on se rend compte que ce qui pèse avant tout, c'est le diplôme et l'attitude envers les immigrés. Donc derrière, il y a vraiment aussi une question de représentation. Est-ce que j'ai répondu à la question ? Donc pour revenir à mes Français issus de l'immigration, donc c'est eux qui cristallisent énormément de débats. Je ne reviendrai pas sur la question de la polygamie, par exemple, qui a été avancée comme étant une cause de l'irruption des émeutes en banlieue. En l'occurrence, et l'opinion et les habitants des zones urbaines sensibles ne sont pas d'accord avec Madame Hélène Carrère d'Ancos. Pour eux, la polygamie n'est pas la raison principale pour laquelle les banlieues ont brûlé. Par contre, le racisme anti-français, il y a un certain nombre de gens qui le pensent. Le racisme anti-blanc, le racisme anti-riche, anti-bourgeois, etc., etc. Avec notamment donc ces questions de est-ce que l'islam est compatible avec nos valeurs, est-ce que 1, 2, 3. Est-ce que l'islam est compatible avec nos valeurs ? Est-ce que le communautarisme est un danger ? Est-ce que ces personnes issues de l'immigration veulent être françaises ou non ? Donc je vais me focaliser rapidement sur ces 3 points. Il me reste combien de temps ?
Largement cool. Alors déjà, qui sont-ils ces Français issus de l'immigration ? Ils sont pas si nombreux que ça. Contrairement à l'idée qu'on peut s'en faire, on peut en compter des personnes qui sont soit immigrées naturalisées d'origine maghrébine, africaine et turque, soit première génération née en France, soit deuxième génération née en France. On tourne autour de 4% des personnes de nationalité française en France. Environ 3,3% de l'électorat. Donc on en parle beaucoup, mais ils comptent finalement peu. C'est à peu près autant que les agriculteurs aujourd'hui, quoi. Toutes ces questions autour de l'islam sont en fait extrêmement exagérées. Quand on demande, si vous voulez, il y a une espèce de prisme. Quand on adresse l'intégration aujourd'hui, on l'adresse autour du prisme religieux. Nicolas Sarkozy nomme un préfet musulman. Il nomme pas un préfet d'origine maghrébine. C'est un préfet musulman. C'est comme ça qu'il le déclare, c'est comme ça qu'on le retrouve dans les dépêches d'agence de l'époque. Quand on parle d'intégration, on va parler du CFCM. Quand on parle d'intégration, on va s'adresser aux organisations musulmanes en France. À tel point que le ministère de l'Intérieur, au moment où les voitures brûlent, lance un appel auprès des organisations musulmanes pour aider à apaiser les quartiers. Ce n'est pas les travailleurs sociaux qui sont envoyés, c'est les organisations musulmanes, etc., etc. Or, pour nous, c'est se tromper de problème. C'est partir du principe que parce qu'on est d'origine maghrébine, africaine ou turque, on est nécessairement musulman. Ce n'est pas vrai. Quand on demande aux Français d'origine maghrébine, africaine et turque, j'ai appelé les nouveaux Français, comme ça c'est plus simple, quelle est leur religion ? On en a 59% qui se disent de religion musulmane. En comparaison, en France, vous avez 65% de Français qui se disent catholiques. En gros, considérer que parce que vous êtes d'origine maghrébine, vous êtes musulman, ça voudrait dire que tous les Français sont catholiques. Ce qui, en soi, est un non-sens. On a 20% de sans religion parmi notre population de nouveaux Français, contre 28% dans la population en général. Vous voyez donc que quand on parle d'une population religieuse, non, il y a une différence de chiffres, certes, mais pas une différence de nature. Il y avait une question ? Non ? Interdiction de parler. Vous nous expliquez et vous énoncez des statistiques sur une immigration. Côte-d'Agorn, oui, Neuilly-sur-Marne. Et pas sur Seine. Et non sur Seine, oui. Oui, c'est pas tout à fait au même endroit. C'est d'ailleurs plus proche des banlieues, hein, Neuilly-sur-Marne. Oui, les statistiques sur les pratiques religieuses de la population immigrée, là vous appliquez, vous nous énoncez des statistiques, mais qui s'appliquent à l'ensemble de la population immigrée, qui n'est pas toute d'origine maghrébine ou en tout cas à dominante islamique. Il y a aussi la population de l'Est, l'Asie, etc. Donc, je ne sais pas si vous... La façon dont vous comparez les chiffres est tout à fait pertinente. Non, mais l'enquête porte exclusivement sur ces trois courants migratoires, Maghreb, Afrique et Turquie. Rassurez-vous. J'aurais adoré faire une enquête sur l'ensemble des vagues migratoires. C'est en cours. Ça va arriver l'année prochaine. L'INSEE et l'INED sont en train de préparer quelque chose qui permettra de le faire. Ça va porter sur 10 000 immigrés, 10 000 enfants d'immigrés. Ça va être une enquête énorme qui nous occupe depuis 1 an et demi. Là, on aura des choses assez intéressantes justement sur les différentes origines, etc. Donc là, on se focalise sur la dernière vague migratoire d'une certaine manière. Celle dont on parle en fait. Et donc, pour revenir à ça... Donc déjà on a finalement une population qui est plus diverse religieusement que d'aucuns le pensent. Donc adresser cette population uniquement autour du prisme musulman est déjà se tromper un peu. Mais deuxièmement, et là je vais y revenir parce que c'est quand même un des vrais paradoxes de la situation française, on a constitué l'islam de France aujourd'hui à travers un prisme finalement essentiellement catholique.
On est parti du principe que pour représenter l'islam en France, il faut représenter les pratiquants. Or, c'est pas comme ça que fonctionne le rapport aux religieux dans cette population, et notamment dans la population d'origine maghrébine, africaine et turque, enfin ceux qui se disent musulmans. On a à peu près le même taux de pratiquants parmi les musulmans en France que parmi les catholiques en général, c'est-à-dire autour de 10% de pratiquants réguliers. Simplement, la différence des catholiques en général, si vous voulez, quand vous n'allez plus à l'office souvent, ou même une fois par mois ou autre, et que vous êtes de religion catholique, vous avez tendance en fait à vous retirer, à ne plus adhérer au dogme de l'Église. Donc il y a une espèce de retrait du religieux. Quand vous ne pratiquez plus, vous êtes également moins croyant, moins pratiquant privé, etc. C'est pas comme ça que marche l'islam en France. C'est-à-dire qu'on a des pratiquants qui ne vont jamais à la mosquée, mais qui par contre vont jeûner pendant le ramadan, vont au moins essayer de pratiquer l'interdit de l'alcool et du porc, au moins. Parce quand on leur demande est-ce que vous avez bu de l'alcool, quand on écoute les interviews, on se rend compte que les gens biaisent vraisemblablement, mais ça montre quand même la prégnance de la norme. On a des gens qui prieront régulièrement et qui considèrent que la religion est très importante dans leur vie et qui ne vont jamais à la mosquée. Le truc important, c'est que ces musulmans de pratique privée sont très différents des musulmans de pratique publique. Et sur 2 points notamment, et le niveau d'antisémitisme et le niveau de sexisme. On se rend compte qu'on est dans une population finalement très sexiste, et cette différence, on l'explique notamment par le rapport à la religion musulmane, mais surtout à la pratique de la religion musulmane. Les plus sexistes se retrouvent parmi les pratiquants réguliers. À plus de 45%, ils seront dans une logique, qu'on va dire, en décalage total avec le reste de la population, c'est-à-dire pas de relations sexuelles avant le mariage pour les filles, l'homosexualité c'est pas une manière acceptable de vivre sa sexualité, des horaires réservés pour les femmes à la piscine, etc. Or, et c'est là où je reviens au CFCM, qui est électeur au CFCM ? On parle d'Islam de France et un candidat actuel à la présidentielle met en avant cette institution. Il faut quand même voir que le CFCM est une instance certes représentative, mais des mosquées et non pas des musulmans. Pour être électeur au CFCM, il faut être désigné par son imam. Autrement dit, parmi les pratiquants, il y a même déjà une sélection. Et à partir de là, on élit des représentants au CFCM. Et quand on voit les différences en termes de sexisme, en termes d'antisémitisme entre les musulmans pratiquants de mosquées et les musulmans pratiquants privés, qui sont beaucoup plus proches de la population en général, on se dit que là, il y a un problème. On a donné une légitimité à des organisations qui finalement sont élues et se comportent finalement extrêmement durement sur la question du voile, sur la question de la femme dans la société, et là, on a un vrai problème. Cette institution n'est pas représentative de l'ensemble des pratiquants, en tout cas des musulmans en France, bien au contraire. Et là, on a un problème parce que, mine de rien, c'est autour de ces débats sur le voile, des prises d'opposition de l'UOIF, qu'on se forge une idée de la communauté musulmane en France. Or, ce que notre enquête nous apprend, c'est que les musulmans français ne sont pas anti-laïcité, bien au contraire. 80% d'entre eux considèrent que la laïcité c'est positif. Plus des 2/3 considèrent que la laïcité c'est le seul moyen pour des gens de convictions différentes de vivre ensemble. Plus important, parce que là on est dans de l'adhésion à des valeurs, quand on leur demande quel serait leur souhait de scolarisation pour leurs enfants. Donc on leur donne plusieurs choix, une école musulmane, une école privée sans éducation religieuse, une école publique sans éducation religieuse, une école publique où serait possible une éducation religieuse. 69% des musulmans français vont vous dire une école publique sans éducation religieuse. C'est plus que le nombre de catholiques sur cette question-là. Les catholiques ne sont que 60% à dire ça.
Donc on voit bien que la laïcité, c'est pas un problème. La laïcité, elle marche. La laïcité, il y a une réelle adhésion. Autrement dit, tout ce débat autour de l'islam et de la laïcité ne fonctionne pas. En tout cas, on a une représentation qui n'est pas réelle dans les faits quand on commence à parler de la majorité silencieuse. Le micro ne marche pas. Oui, j'ai une question et deux remarques. La question, elle concerne le manque de faire savoir de vos études. Là, je suis quand même effarée à vous entendre du fait que ce genre de choses qui sont évidentes, qui sont en plus démontrées. On ne parle pas davantage. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas davantage savoir le contenu de vos études? Je pense qu'elles seraient des éléments intéressants, notamment dans la campagne électorale actuelle, pour alimenter les débats sur ces questions de sécurité, d'immigration, d'intégration, etc. Donc ça, c'est ma question. Et j'ai deux remarques sur justement le décalage entre cette réalité que vous mettez en exergue et la vision globale qu'on a en France, effectivement, de ces questions. Est-ce qu'il n'y a pas deux explications? Une première, c'est justement la survalorisation par les médias de ces problèmes d'insécurité sous une forme, effectivement, que vous évoquez, qui ne correspond pas à la réalité. Donc le rôle des médias. Ça revient à ma première question d'ailleurs. Et deuxième question, est-ce qu'il n'y a pas aussi une autre explication qui est tout simplement l'environnement international qui depuis le 11 septembre a quand même énormément changé et focalisé sur ces questions. On sait aussi qu'il y a des menaces terroristes au niveau international qui existent toujours, Al-Qaïda existe toujours. Et donc est-ce qu'il n'y a pas un vrai danger quand même politique? Et là, ce qui peut expliquer aussi la position d'un certain nombre de politiques, sans bien évidemment prendre parti par rapport aux positions des uns et des autres, sur les questions d'idéologie terroriste et finalement de volonté politique aussi, d'avoir une politique de communautarisme qui est un des débats aujourd'hui sur la question de l'intégration et de l'immigration, qui est d'ailleurs également une politique qui est retenue dans d'autres pays, les pays anglo-saxons notamment, la Grande-Bretagne et les États-Unis ont cette politique de préfets musulmans, etc. Elle est retenue ailleurs. Et donc, est-ce qu'une des explications, c'est pas aussi ça, cette évolution de l'environnement international par rapport au terrorisme, qui a quand même une origine fortement musulmane? Alors, le problème de cette étude, c'est qu'elle a été publicisée. C'est-à-dire que je vais pas vous faire... elle a fait la une du Monde en septembre 2005. Elle a fait la une de Libération, 2 pages dans Télérama, un certain nombre d'émissions de radio. Elle a fait l'objet d'un bouquin qui s'appelle donc Français comme les autres, qui est paru aux presses de Sciences Po, que j'ai coécrit avec Sylvain Brouard. Donc, autrement dit, elle a fait un buzz. Ce qui était déjà fascinant, c'est que le même bouquin, au même moment, a donné lieu à 2 interprétations différentes dans 2 canards différents. Le Figaro titrait en une « Enquête sur les préjugés des Français musulmans ». Libération titrait en une « Tous Français venus d'ailleurs ». Pas du tout la même interprétation du même bouquin. J'étais assez estomaqué. C'est-à-dire que les uns disaient finalement l'intégration c'est positif, etc. Et puis le Figaro c'était voilà, ils sont antisémites, ils sont sexistes, ils sont de plus en plus musulmans, etc. etc. Donc c'était le même livre. Hein. Donc ça laisse assez songeur. Et je crois qu'en fait il y a tout le problème est que cette enquête donc elle est couverte médiatiquement entre septembre et janvier, septembre 2005, janvier 2006. Elle rassure. Et puis en février 2006, arrive la crise des caricatures de Mahomet. Tout ce qu'on a dit sur les musulmans se trouve totalement balayé. Et de nouveau, on entend des préjugés du style les musulmans en général pensent que, les musulmans en général sont contre la liberté d'expression, avec un amalgame extrêmement étonnant entre les musulmans dans les pays arabo-musulmans et les musulmans français, considérant qu'il n'y a pas de différence. Je me souviens à l'époque, j'intervenais, mais ça fait partie de notre rôle, j'étais intervenu dans un congrès que l'UDF organisait autour de l'immigration. Je fais à peu près le même type de speech que ce que je vous dis aujourd'hui. Et à la fin, il y a une militante UDF qui me dit « Mais pourquoi on serait gentil avec les musulmans chez nous, dans leur pays, ils nous assassinent ?»
Vous voyez, quelque part, lutter contre les prénotions, les préjugés, c'est pas facile. Derrière, il y a vraiment l'impression que les musulmans en général, c'est un groupe. C'est un groupe. Et on retrouve en fait un des trucs classiques de la logique du préjugé, qui est que on va voir la diversité dans son groupe d'appartenance, mais on va voir l'unicité du groupe extérieur, de l'out-group. Et c'est ce qui se passe sur les musulmans, c'est ce qui se passe sur les Français issus d'immigration. On les connaît peu, et à partir de là, on pense tous qu'ils sont comme ça, comme ça, comme ça.